Bonjour et bienvenue à tous à la une de l'actualité ce mardi. Ouverture ce lundi au Parlement d'un atelier de formation et d'information des députés sur le contenu du projet de loi de finances 2017. C'est une initiative de l'UNASEB, l'unité plutôt d'analyse, de contrôle et évaluation du budget de l'État avec pour objectif outiller les parlementaires sur le contenu de ce projet. Sit-in ce lundi du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine Syntraces, le syndicat mécontent mais en garde le gouvernement pour la satisfaction de ses revendications. Et puis sur le continent, un drapeau ramène messe en honneur des victimes de la catastrophe ferroviaire. De ce vendredi au Cameroun, le pays a observé lundi une journée de deuil national. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les détails dans quelques secondes. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition par les nouvelles des députés de l'Assemblée nationale qui ont été conviés ce lundi à un atelier d'appropriation du contenu du budget général de l'État gestion 2017. C'est une initiative de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget d'État UNASEB qui vise à permettre aux députés de se familiariser au contenu du projet de loi de finances 2017, d'avoir une meilleure compréhension du budget de l'État gestion 2017. C'est des documents qui l'accompagnent. C'est le président de la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale, Raphaël Akoteyon, qui a ouvert cet atelier en conviant les députés à une attention soutenue pour une bonne appropriation des différentes communications. Suivons, l'honorable Raphaël Akoteyon est l'un des communicateurs. C'est le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel. C'est ça qui nous a été présenté. Je vous exhorte, chacun calmement, à vous replonger dedans pour lire entre les lignes ce qui s'y trouve. Et ça vous permettra de mieux comprendre ce que le gouvernement a mis en œuvre. Il y a un autre document annexe, qui sont les documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Cela découle de ce que font les ministères. Tout ça est reversé normalement dans le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuelle. Il avait été dit qu'il faut élaborer la loi de règlement avant le vote du prochain budget. Et dès qu'on a commencé, ça a permis de corriger beaucoup de choses dans la gestion financière de l'État. Parce que chaque fois, il y a des observations qui sont faites par la Cour des comptes et qui sont prises en compte par le Trésor public. Et les critères du pacte de convergence. Au fait, ces critères se trouvent dans le guide relatif à la LOF. Dans ce guide, il est dit que les critères du pacte de convergence sont le taux d'inflation. Le taux d'inflation doit tourner autour de 3%. Normalement, c'est moins de 3%. À ce niveau-là, on est à 3,9%. Donc, il y a un effort à faire pour revenir vraiment à la norme. Il faut dire qu'après ces communications, les députés sont intervenus pour faire part de leur inquiétude en vue de mieux cerner les contours de ce projet de budget 2017. Suivant quelques-uns au micro de Amen Dideon Penoudi et de Romaric Devoshi. Que le taux de croissance économique de l'Afrique subsaharienne tournerait autour de 3,3% en 2017 contre 1,6% en 2016. Que pensez-vous de cette hypothèse macroéconomique? Est-elle réalisable? Si oui, quelles en sont les contraintes majeures? Lorsqu'on a des techniciens, le deuxième communicateur est un cadre émérite du Trésor, lorsqu'on a des techniciens qui nous permettent de bien lire les documents, je crois qu'on ne devrait pas avoir de limite. Et le fait que déjà, au plus tard, le 30 juin de l'année, on doit faire le débat d'orientation budgétaire. Je crois que tout cela nous permet de nous préparer. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste confiné dans les pratiques sclérosées des parlements où le document vient, qui sont ceux qui sont pour, qui sont ceux qui sont contre. Il faudrait que, comme ça a commencé, qu'on ait suffisamment de cadres pour sauter les limites, les verrous de limites que nous avons. Parce que, en fait,
c'est nous qui remettons le pouvoir financier entre les mains du gouvernement. On nous a dit que le PIP, pour le PIP 2017, le gouvernement a retenu une enveloppe de 808,5 milliards. Et je voudrais qu'on nous dise, par rapport à 2016, quel était le niveau du programme d'investissement public. Je veux vraiment comprendre, puisque à chaque fois, à chaque budget, nous avons toujours parlé de 2013, 2014, 2015, pluriannuel, et on constate toujours qu'il n'y a pas une cohérence. Moi, c'est mon souci. Il n'y a jamais de cohérence dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on parle de 2016, 2017, 2018. Et je veux que les experts nous donnent vraiment la lumière sur cette question. Ma deuxième préoccupation par rapport à l'OBSS, depuis 3 ans, on nous a toujours dit que cette institution est en bonne santé financière. Et dans le document, on constate un déficit. Qu'est-ce qui fait ce déficit? Cet atelier de formation et d'information des députés sur le but contenu du projet de loi de finances 2017 prend fin ce mardi. Autre information dans cette édition, mouvement de mécontentement des agents des services de la santé ce lundi à travers un sit-in qui a eu lieu au ministère de la Santé. Ce mouvement vise, selon le syndicat national les travailleurs des services de la santé humaine Centrasèche, la mise en garde du ministre de la Santé et le gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications. Le point avec Horacia Djodji, Laurent Roland, Tony Kess et Denis Marouya. Allons de nouveau soumis à l'épreuve des revendications. Après la mise en garde de 3 des plus influentes centrales syndicales le jeudi 20 octobre 2016, c'est le tour du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine Centrasèche de donner de la voix. Nous avons à maintes reprises tenté d'entrer en contact avec eux pour dialoguer, pour négocier par rapport à nos revendications. Nous avons constaté que le ministre Alassane a essayé de nous faire la sourde oreille. Nous avons écrit à maintes reprises pour demander des négociations, pour demander le dialogue, pour poser les problèmes. Nous n'avons pas été reçus. Souley Salako et ses syndiqués ont présenté aux autorités du ministère de la Santé une longue liste de doléances après un sit-in tenu dans l'enceinte du ministère de la Santé. Les doléances sont résumées en 11 points dont la satisfaction pour certains relève de l'urgence. Il y a les questions de revêtement des agents qui traînent depuis des années. Il y a la question de la disparité catégorielle pour le personnel paramédical, agent contractuel de l'État. Il y a la question des agents contractuels de l'État de 2014 qui sont sans salaire depuis 2 ans, ce qui est triste et malheureux. Nous avons exigé le paiement des heures supplémentaires aux camarades qui travaillent dans les hôpitaux. Nous exigeons qu'on paye la prime spécifique au titre de 2015 à ceux qui ne l'ont pas encore reçu et nous demandons que ça se paye en une seule tranche. Les manifestants tiennent à prévenir le gouvernement. Ce mouvement d'humeur de ce jour n'est qu'un premier avertissement. Après le sit-in de ce matin, ce que nous avons retenu, c'est d'organiser nos sit-ins le lundi prochain au ministère de l'économie et des finances pour exiger qu'on nous paye tout ce qui nous est dû. Après le sit-in du ministère des Finances, nous passerons à la grève, ça c'est sûr. Sauf si, en temps, ils prennent toutes les dispositions pour régler les problèmes. Les usagers des centres de santé risquent de subir le contre-coup de la colère du Centrasèche. Des mouvements de grève de 72 heures sans service minimum par semaine sont annoncés en cas d'inaction du gouvernement. Exactement 3 semaines qu'écoliers et élèves ont repris le chemin des classes. Du matin au soir, les écoliers ne font pas qu'apprendre. Le législateur a prévu une quinzaine de minutes pour la détente appelée période de récréation. La récréation, les enfants jouent mais achètent aussi à manger. Mais les différents plats à eux proposés contiennent-ils les nutriments nécessaires? Élément de réponse dans ce reportage de Loris Freddy d'abord. Il est 10h15. Nous sommes à l'école primaire publique de Siké Sud. C'est l'heure de la récréation. Les apprenants affluent de toutes les classes vers les vendeuses. Ils s'offrent à eux une gamme variée de nourriture. Ici, l'enseignant n'influence pas le choix et la quantité du plat. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le choix des principaux repas de la journée répond à des critères et principes diététiques. Ces repas principaux doivent être équilibrés et sains. Donc, dans le plat, il doit avoir un tiers de féculents, dont le riz ou le maïs et ses dérivés, le pain, l'igname, le spaghetti et autres. Ce repas doit être aussi constitué d'un tiers de viande ou poisson ou haricots ou œufs ou soja. La troisième partie
doit être constitué de fruits et ou légumes. L'écolier doit adopter une bonne alimentation qui lui permettra de couvrir ses besoins nécessaires pour une bonne croissance, le maintien de sa santé et pour le développement de bonnes habitudes alimentaires. Les principaux repas de la journée devraient être complétés par des collations. Les collations, c'est les collations qu'il prendra à l'école. Collation entre le repas du matin et du midi, il va prendre une collation de 10 heures. Entre le repas de midi ou du soir, il doit prendre une collation de 16 heures. Pour les collations, les enfants doivent prendre des produits laitiers ou fruits. Et donc, à l'école, normalement, il ne devrait pas avoir une variété d'aliments, mais souvent des aliments juste qui va leur permettre d'avoir une petite collation comme riche en fruits ou produits laitiers. Comme quoi, la bonne croissance des enfants et leur développement intellectuel sont conditionnés par la qualité de leur alimentation. L'organisation non gouvernementale suisse publiée dans un rapport intitulé Dirty Diesel a dénoncé la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses au Bénin, l'un des 8 pays concernés. Les opinions divergent quant aux conséquences pour les consommateurs et les importateurs de produits pétroliers. Les précisions avec Faisus Seblan. C'est dans un rapport de 160 pages intitulé Dirty Diesel que l'organisation non gouvernementale Public Eye a dénoncé ce jeudi 20 octobre la vente en Afrique de carburant à haute teneur en soufre par des sociétés suisses. Selon Public Eye, ces sociétés produisent en Europe des carburants qui ne pourraient jamais y être vendus car très polluants et cancérigènes. Toujours selon l'ONG, les sociétés Vitol, Trafigura, Adas et Oris profitent de la faiblesse des normes africaines pour y vendre des carburants de mauvaise qualité et réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. 8 pays sont concernés: l'Angola, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Zambie et le Bénin. À Cotonou, Ernest Baguidi, président de l'association Bénin Santé et suivi du consommateur, s'indigne et promet des actions en justice. Le carburant utilisé dans ces véhicules après combustion fait libérer des gaz souvent toxiques. Et l'essence déjà, même si c'est un produit conforme, nous expose déjà à d'énormes risques en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mieux, quand c'est de mauvaise qualité, c'est encore plus complexe. Le fait de nous avoir exposés à ces produits toxiques pendant tout ce temps, nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Et c'est une manière pour nous d'amener les gens à se conformer désormais et c'est notre manière à nous de demander que réparation soit faite aux consommateurs même si on ne peut pas tout rattraper. Ce rapport est le résultat de 3 ans d'enquête selon Public Eye qui a prélevé des échantillons à la pompe dans les 8 pays et découvert que la teneur en soufre des carburants était jusqu'à 378 fois supérieure à la teneur autorisée en Europe. Dans un courrier à l'agence France Presse, la société Vitol indique que le rapport de Public Eye est erroné et donne de fausses informations. Interrogés, les sociétés Adas et Oris, eux, n'ont pas réagi jeudi. Les importateurs béninois, quant à eux, ne manquent pas d'arguments pour se défendre. En tant qu'importateurs béninois, nous nous référons très bien aux caractéristiques qui sont indiquées par le législateur béninois. Nous pouvons aussi confirmer que les qualités que nous importons sont des qualités qui sont bien contraires à ce qui se dit, en conformité avec le législateur béninois. Notre qualité est déjà très bien prise en compte en teneur de soufre, bien que ce soit encore très loin également des produits qui sont livrés, disons, sur le plan européen. Les dispositions sont toutes simples. Nous allons le faire, mais en le faisant, il va falloir que les dirigeants accompagnent en mettant rapidement et vite et bien fait de nouvelles structures par le législateur. Le rapport de l'ONG Public Eye révèle aussi que les carburants incriminés contiennent d'autres substances telles que du benzène à des niveaux généralement interdits par les normes européennes. L'Assemblée nationale du Bénin est ainsi interpellée pour fixer un seuil maximal de soufre
et réguler les autres substances. Hors du Bénin, 79 personnes ont péri dans le déraillement d'un train Yaoundé-Douala vendredi au Cameroun, selon un nouveau bilan communiqué lundi par la radio d'État CRTV. Sur instruction du président Paul Biya, le pays a observé lundi une journée de deuil national et les drapeaux étaient en berne. Commentaire, Antoinette Sabou. Bondé de passagers, un train de la compagnie ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré, a déraillé dans la mi-journée de ce vendredi près de la gare d'Esseka au sud de Yaoundé. Bilan de ce drame, 79 morts et 551 blessés. Devant une telle catastrophe, les Camerounais ont observé ce lundi une journée de deuil en mémoire des disparus sur instruction du chef de l'État Paul Biya. Pour sauver les blessés hospitalisés, des donneurs de sang se sont mobilisés pour faire don de ce liquide rouge. Je suis venue comme toute personne sur le territoire camerounais. Je suis venue donner mon sang parce que je pense que c'est la première nécessité pour les accidentés et suivra le reste. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les blessés, l'hôpital aura besoin de beaucoup de sang. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à tous nos camarades et sympathisants de venir donner de leur sang pour sauver les blessés. Et cette opération va se dérouler sur toute la semaine. Une messe en l'honneur des victimes de l'accident a été également célébrée lundi soir à Douala par Monseigneur Dieudonné Bayameg. Tous les Camerounais sont éprouvés par cette disparition, par cette catastrophe. Nous sommes venus manifester notre compassion à tous et surtout prier pour que le Seigneur soit le seul à nous consoler en ces moments de dure épreuve. Le déraillement du train sur la route Yaoundé-Douala est dû non seulement à la surcharge des voyageurs, mais également à l'effondrement d'un pont quelques heures plus tôt reliant les deux villes, interrompant toute circulation. Du coup, les voyageurs s'étaient rabattus en masse sur la ligne ferroviaire. Pour faire la lumière sur l'accident, une enquête est ouverte afin d'établir les causes liées à ce déraillement du train. On parle maintenant musique sur le continent. Des artistes et musiciens ont défilé sur le tapis rouge au MTN Africa Music Award à Johannesburg ce samedi. C'était à l'occasion d'un festival qui récompense chaque année le meilleur de la musique africaine. Le point dans ce reportage. Le chanteur nigérien Wizkid a été couronné artiste de l'année et meilleur musicien au MTV Africa Music Award, décerné ce 22 octobre 2016 à Johannesburg. Wizkid a également remporté un prix pour ses collaborations avec d'autres artistes lors de cette édition 2016 des MTV Africa Music Awards, qui récompense les artistes et tous les talents du continent. Les gagnants sont désignés par le public. Une cérémonie qui a également vu la championne olympique Caster Semenya repartir avec le trophée de personnalité de l'année. Caster Semenya, médaille d'or du 800 mètres aux Jeux olympiques 2007 de Rio de Janeiro au Brésil, a été applaudie en recevant son trophée. Le trompettiste de jazz sud-africain Hugh Masekela est reparti avec le prix de légende de l'année et pour la deuxième fois consécutive. La Nigériane Yemi Alade a été désignée meilleure artiste. Let's go! Let's hit it! Les Kenyans de Sautisol ont quant à eux raflé le prix du meilleur groupe de l'année. La musique africaine s'impose davantage sur la scène internationale et les revenus des succès des artistes du continent, notamment dans les concerts, ont enregistré une forte croissance dans plusieurs pays africains selon une enquête. Au seul Nigeria, l'industrie musicale a généré en 2015 un chiffre d'affaires de 47 millions de dollars, soit une hausse de 6,4% sur l'année dernière. Hors de l'Afrique, aux États-Unis, à 2 semaines de l'élection présidentielle, les démocrates s'activent. Hillary Clinton, qui a encore accru son avance dans les sondages face à Donald Trump, sillonne les États clés où elle tente de consolider son avance. Une enquête ABC News publiée dimanche donne la démocrate Hillary Clinton favorite de l'élection présidentielle américaine avec 50% des intentions de vote, son score le plus élevé depuis le début de la campagne, contre 38% pour l'homme d'affaires de New York, le républicain Donald Trump.
Consciente qu'une victoire le 8 novembre passe par une large mobilisation des minorités, l'ancienne secrétaire d'État s'est exprimée dimanche dans une église de la communauté noire à Durham, en Caroline du Nord. Elle a appelé au vote anticipé. Je veux être la présidente de tous les Américains, démocrates, républicains, indépendants. Ceux qui votent pour moi, ceux qui votent contre moi, parce qu'il faut qu'on rassemble ce pays. Participez, votez, votez par anticipation, amenez vos amis, votre famille. Allons-y, montrons que tout est possible en Amérique, même d'aimer la haine de Trump. Dans cette bataille pour la Maison-Blanche, Hillary Clinton n'est pas seule. Elle a le soutien de son mentor, le président américain Barack Obama, qui n'hésite pas à faire campagne pour elle à Las Vegas. On a ce type qui se prouve chaque jour et de toutes les manières possibles qu'il n'est pas qualifié pour ce boulot. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plus qualifié que quiconque à avoir fait campagne pour la présidence, Hillary Rodham Clinton. Hillary Clinton a clairement indiqué ce week-end qu'elle entendait aussi s'impliquer directement dans la bataille pour le Congrès en soutenant les candidats de son parti. Le 8 novembre, les Américains éliront leur président, mais aussi les élus de la Chambre pour 2 ans et le tiers du Sénat pour 6 ans. Et avant de boucler ce journal, le géant des télécommunications AT&T a annoncé samedi racheter pour 85,4 milliards de dollars Time Warner, propriété des chaînes de télévision CNN et HBO et des studios de cinéma Warner Bros. Un mariage qui va bouleverser le paysage des médias américains. Time Warner, propriétaire des chaînes de télévision HBO et CNN et des studios Warner Bros. Qui abritent la série culte Game of Thrones, appartient désormais à AT&T, fournisseur d'accès aux chaînes payantes et des 2 grands opérateurs télécoms américains. La transaction s'élève plus précisément à 108,7 milliards de dollars si on inclut la dette selon un communiqué du géant des télécommunications AT&T. Ce mariage crée un mastodonte aussi bien dans les contenus que les tuyaux avec des parts de marché importantes dans ces 2 secteurs aux marges très lucratives, notamment les contenus qui attirent Amazon, Netflix et désormais Google. L'accord est un assortiment parfait de 2 sociétés avec des forces complémentaires qui peuvent apporter une nouvelle vision de la façon dont l'industrie des médias et des télécommunications travaille pour les clients, les créateurs de contenu, les distributeurs et annonceurs, a déclaré Randall Stephenson, le président d'AT&T dans un communiqué. Le mariage qui devrait être finalisé fin 2017 se fera en liquide et en actions. Cette fusion devrait être examinée de près par les autorités de la concurrence et la classe politique américaine, car la nouvelle entité pèserait à elle seule plus de 300 milliards de dollars en bourse, avec des activités allant du téléphone aux médias en passant par le câble et Internet. En campagne ce 22 octobre 2016, Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, a d'ores et déjà indiqué qu'il ferait tout pour bloquer ce mariage s'il était élu, car il estime que c'est beaucoup trop de concentration de pouvoir dans les mains de peu de personnes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Eden Info. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur votre télévision.